Tout ce que vous croyez savoir de cet animal, l'évolution l'a construit à l'envers. Sa douceur, un mythe. Sa poche, ce n'est pas un carnet, c'est un organe vivant. Et sa démarche, il lui coûte plus cher de marcher que de bondir à toute allure. Vous connaissez cette bête depuis l'enfance, sur les livres d'images et les logos, et pourtant, presque tout ce que vous en avez retenu est faux. Bienvenue sur Planète Animal. L'animal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le kangourou roux, autrement dit Osphranteur rufus, le plus grand marsupial vivant de la planète. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous raconterai l'expérience où 10 de ces animaux, que personne n'a jamais domestiqués, ont regardé un humain droit dans les yeux et lui ont demandé de l'aide. Aucun autre grand animal sur cette planète n'a fait du bon son mode de vie. Aucun. Les lièvres bondissent pour fuir. Les gazelles s'élèvent pour franchir un obstacle. Les grenouilles sautent, mais elles sont minuscules. Un seul animal de grande taille se déplace en sautant comme d'autres marchent, jour après jour, kilomètre après kilomètre, du matin au soir. Et cet animal-là, vous croyez le connaître. Regardons-le d'abord tel qu'il est vraiment, débarrassé de tout ce qu'on lui a collé sur le dos. Oubliez le petit personnage rond et sympathique des dessins pour enfants. Devant vous se tient un mâle adulte, ce qu'on appelle un boomer. Il mesure plus de 2 mètres lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière. Il peut peser jusqu'à 90 kilos. C'est le poids d'un joueur de rugby professionnel et la taille d'un homme grand qui vous regarderait droit dans les yeux. Ajoutez à cela une queue longue de plus d'1 mètre, bourrée de vertèbres et de muscles épais. Vous n'avez plus du tout affaire à un jouet. Et c'est là qu'apparaît la première fissure dans l'image d'Épinal. Comment un animal aussi familier peut-il rester, au fond, aussi méconnu? Comment se fait-il que vous ayez sa silhouette gravée dans la mémoire depuis toujours, sans presque rien savoir de ce qu'il est réellement? Gardez cette question à l'esprit. Nous n'allons pas y répondre tout de suite. Nous allons y répondre pièce par pièce, en démontant ce corps comme on démonte un mécanisme. Commençons par la famille, car le mot kangourou désigne bien plus qu'un seul animal. La famille des macropodidés compte une 60aine d'espèces, et l'écart entre elles est vertigineux. À l'une des extrémités, le kangourou arboricole, une créature grande comme un lapin qui grimpe aux arbres, pèse une quinzaine de kilos et vit dans la canopée. À l'autre extrémité, ce mâle roux de 90 kilos qui domine les plaines. Entre les deux, à peu près autant de différence qu'entre un teckel et un berger allemand. Les uns bondissent dans la savane, d'autres escaladent des troncs, d'autres encore se réfugient dans les rochers. Et pourtant, tous appartiennent à la même famille. Tous partagent une même invention, un même point commun qui ne ressemble à rien d'autre chez aucun grand animal de la planète. Cette invention, c'est la manière dont ils viennent au monde et le corps qu'ils traînent avec eux. Mais nous y reviendrons longuement. Arrêtons-nous ici un instant sur ce que voit un observateur qui croise un kangourou roux pour la première fois, en vrai, dans la poussière rouge du bush australien. Il ne voit pas de la douceur, il voit une machine. La moitié inférieure de l'animal semble avoir avalé la moitié supérieure. Les cuisses, le bassin, la base de la queue, tout est massif, dense, comme surdimensionné. Et au-dessus, un torse presque étroit, 2 petites pattes avant qui paraissent ridicules à côté de ses jambes de titan. C'est un corps qui n'a pas l'air équilibré. Il a l'air conçu pour une seule chose, poussé à l'extrême. Et c'est exactement le cas. Je vous l'avoue, la première fois que j'ai vraiment regardé un mâle roux se dresser de toute sa hauteur, j'ai eu du mal à faire coïncider cette image avec le petit animal câlin des livres de mon enfance. On m'avait raconté un autre animal. Un animal doux, maladroit, gentil, presque comique. Celui qui se tenait devant l'objectif, lui, n'avait rien de tout cela. Il était puissant, il était calme. Et il était, à sa manière, franchement intimidant. Voilà pourquoi je parle de fissure dans l'image. Presque tout ce qu'on associe spontanément à cet animal appartient à une culture, pas à une biologie. La poche, on l'imagine comme un simple sac chaud et confortable. Faux, nous le verrons. Le bon, on l'imagine comme un effort, une dépense d'énergie considérable. Faux également, et c'est peut-être le plus contre-intuitif de tout. La douceur, enfin, on la tient pour acquise. Or, ce boxeur peut éventrer un chien d'un coup de patte.
Pensez-y un instant. L'image que vous avez en tête et l'animal qui existe vraiment ne sont pas la même créature. Comment un seul et même animal a-t-il pu se retrouver à la fois sur les gerbes de blé des dessins animés et parmi les prédateurs les plus mal compris du continent australien? La réponse tient en un mot. Nous avons regardé le kangourou, mais nous ne l'avons jamais vraiment vu. Nous avons vu un symbole, une mascotte, une silhouette pratique à dessiner. Nous n'avons pas vu l'animal. Et l'animal, lui, est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Chacune de ces pièces raconte la même histoire, celle d'un être façonné par la chaleur, la sécheresse et l'espace ouvert, sur un continent où survivre exige de tout réinventer. Ses jambes ne sont pas de simples jambes. Sa queue n'est pas un simple balancier. Sa poche n'est pas un simple pli de peau. Son lait n'est pas un simple lait. Rien chez lui n'est simple. Tout est solution. Regardez à nouveau ce mâle debout dans la lumière du matin. Il ne sait pas qu'il est célèbre. Il ne sait pas qu'il figure sur des pièces de monnaie, des blasons, des maillots d'équipe sportive à l'autre bout du monde. Il ne sait rien de l'image que nous avons fabriquée à partir de lui. Il se contente d'exister, exactement tel que des millions d'années l'ont fabriqué, dans un monde de terre craquelée et de ciel écrasant. Un monde où chaque détail de son corps a un prix et une raison. Alors, reprenons dans l'ordre. Puisque tout chez cet animal commence par ses jambes démesurées et cette queue qui n'en a pas l'air, venons-en au corps lui-même et à la mécanique invraisemblable qui se cache derrière le moindre de ses bonds. Un kangourou roux avance lentement dans la plaine. Il ne bondit pas. Il broute, tête baissée, et pour se déplacer de quelques pas, il fait quelque chose que vous n'attendez pas. Il pose sa queue à terre, comme on poserait un pied. Il soulève ses deux pattes avant, prend appui sur cette queue épaisse, puis balance ses deux pattes arrière vers l'avant. La queue pousse, le corps suit. Recommence. Il marche, si l'on peut appeler ça marcher, sur 5 points d'appui. 5. C'est le mot qui compte ici. Regardez bien cette scène, car elle contient l'une des découvertes les plus contre-intuitives de la locomotion animale. Ce que la queue fait dans ce mouvement, personne ne s'y attendait. Des chercheurs ont mesuré précisément la force produite par cette queue pendant la marche lente. Le résultat a stupéfié ceux-là même qui menaient l'étude. Ils s'attendaient à trouver une simple béquille, un pied de soutien, un mât d'équilibre. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un véritable moteur. Pendant la marche lente, la queue du kangourou produit autant de force de poussée que ses 4 pattes réunies. Autant que les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière ensemble. Ce n'est pas une métaphore sur une 5e jambe, c'est de la biomécanique mesurée, chiffre à l'appui. Le kangourou a bel et bien 5 jambes, et l'une d'elles est sa queue. Cette queue contient plus de 20 vertèbres, enveloppées de muscles aussi épais que ceux d'une cuisse humaine. Prenez votre propre cuisse, l'un des muscles les plus puissants de votre corps. Voilà, à peu près, ce que l'animal traîne derrière lui et pose au sol à chaque pas lent. Un des scientifiques à l'origine de ces travaux l'a reconnu sans détour. Ils étaient partis avec l'idée que la queue n'était qu'un support, un simple balancier, et ils n'avaient pas imaginé la quantité de force qu'elle produisait réellement. Mais si cette queue est si puissante, une question surgit aussitôt. Pourquoi diable un animal aurait-il besoin d'une 5e jambe? À quoi sert une telle démarche, si compliquée, si étrange, quand il suffirait de marcher sur 2 pattes, comme le fait cet animal quand il se dresse? Gardez la question en tête. La réponse ne se trouve pas dans la queue. Elle se trouve dans les jambes elles-mêmes et dans ce qu'elles ne savent pas faire. Car voici l'anomalie. Sur terre ferme, les 2 pattes arrière du kangourou travaillent toujours ensemble. Elles se détendent en même temps, elles retombent en même temps, et elles ne peuvent jamais bouger l'une indépendamment de l'autre. Impossible d'avancer une jambe, puis l'autre, comme nous le faisons à chaque pas. Les deux sont soudés dans un même geste. Un kangourou ne peut pas marcher au sens où vous marchez. Il ne peut que bondir, ou alors s'aider de sa queue. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ce n'est pas tout. Cet animal ne peut pas reculer. Jamais. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une contrainte du corps. La structure de sa cheville et de ses tendons interdit tout simplement le mouvement en marche arrière. Pensez-y un instant. Un animal de 90 kg, capable de couvrir 8 mètres d'un seul bond, est incapable de faire un seul pas vers l'arrière.
Voilà l'anomalie posée. Des jambes qui ne fonctionnent qu'ensemble, un corps qui ne recule pas, et pour compenser tout cela, une queue transformée en pilier moteur. Reste à comprendre pourquoi l'évolution a verrouillé ce corps de cette manière. Et la réponse est d'une élégance qui, je vous l'avoue, m'a fait relire l'article 2 fois pour être sûr d'avoir bien compris. Descendons dans la jambe. Les pattes arrière peuvent représenter jusqu'à la moitié de la masse totale de l'animal. La moitié. Ce n'est pas seulement une paire de jambes musclées, c'est une solution d'ingénierie où toute la moitié inférieure du corps sert de propulseur. Les muscles se concentrent autour du bassin et du bas du dos. Le pied, lui, est allongé à l'extrême pour augmenter le bras de levier à la cheville. Imaginez que vous chaussiez des échasses munies de ressorts. Voilà en gros comment chaque bond est construit. Et c'est là qu'intervient la pièce maîtresse. Le tendon d'Achille du kangourou ne travaille pas comme celui de la plupart des mammifères. Il est très long, très fin, avec des fibres musculaires courtes. Quand l'animal retombe au sol, ce tendon se comprime exactement comme un ressort qu'on écrase. L'énergie de la chute ne se perd pas. Elle est emmagasinée dans le tendon tendu, puis restituée intégralement au bond suivant, qui repart avec elle. Rien ne se dissipe, rien ne se gaspille. Le corps du kangourou récupère à chaque impact une part de l'énergie qu'un autre animal, lui, laisserait partir en chaleur. Regardez le monde à travers ce corps un instant. Là où vous, à chaque foulée de course, brûlez du carburant sans rien récupérer, l'animal, lui, rebondit en partie sur l'énergie du saut précédent. Ses muscles, à pleine vitesse, ne servent plus vraiment de moteur. Ils servent de verrou, de points fixes qui tiennent le ressort en place pendant qu'il fait le travail. Le kangourou ne court pas comme nous courons. Il rebondit, encore et encore, sur un système d'élastique biologique logé dans ses jambes. Un tel tendon réduit de plus de moitié le coût énergétique des muscles, comparé à un animal à 4 pattes de taille équivalente. Voilà pourquoi les 2 pattes doivent travailler ensemble, et pourquoi le corps ne recule pas. Ce n'est pas une machine à marcher, c'est une machine à bondir, réglée avec une précision absolue dans une seule direction, vers l'avant. Tout ce qui pourrait perturber ce ressort a été supprimé par l'évolution. La marche indépendante des jambes, la marche arrière, le pas de promenade. Rien de tout cela n'a survécu, parce que rien de tout cela ne servait le bon. Et cette contrainte a laissé une trace inattendue, très loin de la biologie. Le kangourou et l'émeu figurent tous deux sur les armoiries de l'Australie. Pourquoi ces 2 animaux précisément? Parce qu'aucun des 2 n'est physiquement capable de reculer. Les héraldistes y ont vu le symbole d'une nation qui n'avance que vers l'avant, qui ne revient jamais en arrière. La belle image, si l'on oublie que, dans la réalité, il ne s'agit que d'une limitation mécanique de la cheville et des tendons. Une contrainte biologique brute, changée en devise nationale. Autre détail que ces jambes de titan font presque oublier. Les pattes avant, elles, paraissent minuscules, presque comiques, avec leurs petites griffes acérées. On les croirait décoratives. Ne vous y trompez pas. Lors des combats, les mâles s'en servent pour agripper l'adversaire par les épaules ou par la tête, pendant que les pattes arrière, elles, frappent. Un tel coup peut éventrer un chien adulte. Ces petites pattes ridicules sont des mains de lutteur. Et puis il y a les oreilles, que je ne peux pas passer sous silence. Chez le kangourou, elles pivotent indépendamment l'une de l'autre, chacune comme une antenne radar. L'animal peut suivre 2 sources de sons différentes sans tourner la tête d'1 millimètre. Une oreille écoute vers l'avant, pendant que l'autre balaie l'arrière. Un bruissement à gauche, un craquement à droite, captés en même temps, séparément. Ajoutez à cela des yeux placés sur les côtés du crâne, qui embrassent un champ de vision immense, et vous obtenez une cible d'une difficulté redoutable pour n'importe quel prédateur. Mais ce monde sensoriel mérite qu'on s'y arrête bien plus longuement, et nous y reviendrons. Il y a pourtant un régime, un seul, où toute cette mécanique se dérègle et se réorganise. Un endroit où les 2 jambes soudées se délient soudain, où le corps entier change de logique. Et cet endroit, personne ne l'attendrait pour un animal du désert. C'est l'eau. Voyons donc ce qui arrive à ce corps de bond quand il entre dans un point d'eau, et pourquoi cela peut coûter la vie à un chien de chasse. Il y a 90 millions d'années, à une époque où les dinosaures peuplaient encore la Terre, les ancêtres de cet animal ne vivaient pas en Australie. Ils ne vivaient même pas dans l'hémisphère sud.
Les premiers marsupiaux sont apparus sur le territoire de l'actuelle Amérique du Nord. C'est là, et nulle part ailleurs, qu'a commencé la longue histoire qui aboutira, des millions d'années plus tard, aux grands bondisseurs roux des plaines australiennes. Prenez une seconde pour mesurer l'écart. Un continent où il ne vit plus aujourd'hui. Une époque où la carte du monde n'avait rien à voir avec celle que vous connaissez. Et pourtant, c'est bien de là que tout part. Comment un animal aussi profondément australien, à ce point emblématique d'un seul continent, peut-il avoir ses racines à l'autre bout de la planète? La question paraît absurde, et elle ne l'est pas. Pour y répondre, il faut se souvenir d'une chose que nous oublions sans cesse. La carte du monde que nous avons en tête n'est qu'un instantané. Un arrêt sur image d'une planète en mouvement permanent. Car les continents dérivent, lentement, à la vitesse à laquelle poussent vos ongles, mais sans jamais s'arrêter. À l'époque dont je parle, les terres émergées étaient disposées autrement. Des ponts de terre reliaient des régions aujourd'hui séparées par des océans entiers. Et c'est par ces ponts que les premiers marsupiaux ont voyagé. De l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud vers l'Antarctique, qui n'était pas alors ce désert de glace que nous imaginons, mais une terre tempérée, couverte de forêts. Puis de l'Antarctique vers l'Australie. Un périple de plusieurs dizaines de millions d'années, accompli non par un individu, non par une génération, mais par une lignée entière traversant les âges. Et c'est là que se joue le coup de théâtre. Une fois arrivés en Australie, ces marsupiaux se sont retrouvés piégés. Le continent s'est détaché du reste du monde. Il a dérivé, seul, isolé, avant que les mammifères placentaires, ceux dont nous faisons partie, aient eu le temps de le coloniser. Imaginez une arche fermée, larguée sur l'océan pour des dizaines de millions d'années, avec à son bord un seul type de passager. C'est exactement ce qui est arrivé. L'Australie est devenue un laboratoire clos, où pendant plus de 60 millions d'années, l'évolution a travaillé sans concurrence extérieure. Et voilà la réponse à notre question de départ. Le kangourou n'est pas australien parce qu'il serait né là. Il est australien parce qu'il s'est retrouvé enfermé là, sur une terre où il a eu tout le temps du monde pour devenir ce qu'il est. L'isolement a fait le reste. Regardons maintenant à quoi ressemblaient ses ancêtres. Et là, préparez-vous à un renversement complet de l'image, car les aïeux du kangourou ne bondissaient pas dans des plaines desséchées. Ils vivaient dans les arbres. Il y a une quinzaine de millions d'années, les ancêtres directs de nos kangourous étaient de petites créatures arboricoles, semblables à des opossums. Ils grimpaient au tronc, se déplaçaient à quatre pattes dans la canopée et se nourrissaient de fruits et d'insectes. Arrêtons-nous là un instant. Prenez le mâle roux de la première partie de ce film. 2 mètres dressés, 90 kilos, des cuisses de titan. Et maintenant, remplacez-le mentalement par un petit animal grimpeur, à peine plus lourd qu'un chat, agrippé à une branche. Ces deux êtres appartiennent à la même lignée. L'un descend de l'autre. Je vous avoue que c'est le genre de fait qui, en zoologie, me laisse à chaque fois un peu vertigineux. Comment passe-t-on d'un grimpeur d'arbres à un géant bondissant du désert? La réponse tient en un mot: le climat. Il y a environ 3 millions d'années, l'Australie a changé de visage. Le continent s'est asséché. Les forêts ont reculé, cédant la place à des savanes ouvertes, à ces immenses plaines dégagées que nous associons aujourd'hui à l'image du pays. Et dans un tel monde, grimper aux arbres ne servait plus à grand-chose. Il n'y avait presque plus d'arbres. Le défi n'était plus de monter, mais de traverser, de couvrir de vastes distances entre des points de nourriture et d'eau de plus en plus rares, sous une chaleur écrasante, avec le minimum de dépenses. Et c'est précisément là que le bond s'est imposé comme la réponse parfaite. Rapide, économe, capable d'avaler des kilomètres sans épuiser le corps. Souvenez-vous du ressort logé dans le tendon, cette mécanique qui restitue l'énergie à chaque saut. Dans un monde ouvert, aride et immense, cette solution ne valait pas seulement de l'or, elle valait la survie. L'animal qui pouvait aller le plus loin en dépensant le moins avait un avantage décisif. Génération après génération, les corps se sont réglés sur cette contrainte. Les pattes arrière se sont allongées, les muscles se sont concentrés dans le bassin, la queue s'est renforcée. Le grimpeur est devenu bondisseur. L'évolution ne construit pas selon un plan. Elle n'a pas de projet, pas de but, pas de dessin d'ingénieur tracé à l'avance.
Elle essaie, elle tâtonne. La plupart de ces essais disparaissent sans laisser de traces. Quelques-uns survivent. Le bond fut l'un de ces essais qui a fonctionné, retenu non parce qu'il était beau, mais parce qu'il fonctionnait mieux que les autres, dans ce monde-là, à ce moment-là. Et voici le détail que je trouve, pour ma part, le plus troublant de toute cette histoire. L'évolution, parfois, revient sur ses pas. Il existe encore aujourd'hui des kangourous arboricoles, du genre Dendrolagus, qui vivent de nouveau dans les arbres. Mais attention, ils n'y sont jamais vraiment restés. Leurs ancêtres étaient déjà descendus au sol, avaient déjà adopté le corps du bondisseur. Puis, quand leur environnement a de nouveau changé, ils sont remontés dans les arbres. Un retour en arrière, en quelque sorte, alors même que l'animal, nous l'avons vu, ne s'est pas reculé d'un seul pas. Regardez ces kangourous arboricoles et vous lisez le passé à livre ouvert. Leurs pattes arrière sont plus courtes, leurs pattes avant plus longues, leurs prises plus solides. L'évolution a rembobiné une partie de ces réglages quand le milieu l'a exigé. Elle a défait, en partie, ce qu'elle avait mis des millions d'années à construire. Ces grimpeurs de la canopée sont des témoins vivants d'un temps où toute la lignée vivait perchée, avant même que le premier bond ne soit inventé. Ainsi, tout ce que le kangourou est devenu, il le doit à un enchaînement de hasards et de contraintes. Un voyage entre les continents. Un piège refermé sur une terre isolée. Un climat qui s'assèche, une forêt qui disparaît. Et, au bout de la chaîne, un corps réglé pour l'espace ouvert et la chaleur. Mais ce corps, aussi parfaitement conçu soit-il pour bondir, doit encore affronter l'épreuve la plus dure de toutes. Non pas le prédateur, non pas le rival. La soif, la chaleur, la terre craquelée qui refuse de donner la moindre goutte. Voyons maintenant comment cette machine à sauter s'y prend pour survivre là où presque tout le reste meurt. Cette année-là, le centre de l'Australie fut frappé par la sécheresse la plus terrible depuis un siècle. La pluie n'était pas tombée depuis des mois. La chaleur battait tous les records. L'herbe morte, desséchée, craquait sous le poids des animaux. Et sur cette terre devenue four, une créature continuait pourtant d'avancer, là où presque tout le reste s'effondrait. Le corps humain est composé d'eau à environ 60%. Celui du kangourou roux en contient plus de 70%. Retenez ce chiffre. Il paraît anodin, il ne l'est pas. Cet animal peut supporter un degré de déshydratation qui tuerait la plupart d'entre nous. Comment fait-il? Comment un corps peut-il traverser une fournaise pareille, perdre l'eau que la chaleur lui arrache heure après heure, et rester debout quand tant d'autres tombent? Voilà la question qui tient toute cette partie de l'histoire. Et la réponse n'est pas un secret unique, une astuce magique, c'est un arsenal. Une collection de solutions empilées les unes sur les autres, chacune grignotant une fraction de chaleur, une goutte d'eau économisée. Commençons par le plus étrange. Souvenez-vous du ressort logé dans les jambes, cette mécanique qui rend le bond si économe. Elle ne sert pas seulement à courir vite, elle sert à survivre. Car dans un monde où la nourriture et l'eau se trouvent parfois à des dizaines de kilomètres l'une de l'autre, l'animal capable de couvrir ces distances en dépensant le moins possède un avantage décisif. Là où un autre mammifère de même taille s'épuiserait et se dessécherait à force d'efforts, le kangourou, lui, glisse d'un point d'eau à l'autre presque sans frais. Son économie de mouvement est aussi une économie d'eau. Chaque calorie non brûlée est une goutte de sueur en moins à produire. Et justement, parlant de la sueur, le kangourou roux ne transpire qu'en mouvement. Dès qu'il s'arrête, il coupe ce robinet. Au repos, il se met à halter, exactement comme un chien, et cette respiration rapide évacue la chaleur sans gaspiller l'eau que la transpiration, elle, disperserait. En accélérant son souffle jusqu'à plus de 201 inspirations par minute, l'animal abaisse la température de son corps et refroidit son cerveau, tout en préservant ses réserves. Pensez-y un instant. Il choisit, selon la situation, la méthode la moins coûteuse en eau. Mais le mécanisme le plus surprenant de tous, c'est celui-ci. Quand la chaleur devient insoutenable, le kangourou lèche ses avant-bras, longuement, méthodiquement. Sur ses avant-bras, la peau est particulièrement fine, et juste en dessous court un réseau dense de vaisseaux sanguins, où le sang circule en abondance.
Lorsque l'animal dépose sa salive sur cette zone, elle s'évapore et emporte la chaleur avec elle. Le sang, refroidi à la surface, redescend rafraîchir l'intérieur du corps. Cela fonctionne exactement comme la transpiration, mais par un autre chemin. Une sueur volontaire, appliquée à la main, là où elle sera la plus efficace. Regardez le monde à travers ce corps, un instant. Vous, quand vous avez trop chaud, vous transpirez sans y penser, sur tout le corps, sans contrôle. L'animal, lui, cible. Il pose le refroidissement précisément là où le sang affleure sous la peau. C'est d'une précision qui, je l'avoue, m'a frappé la première fois que j'en ai saisi le principe. Ce n'est pas de la transpiration diffuse et aveugle, c'est un geste dirigé. À propos, si vous avez déjà eu la chance d'observer un kangourou dans la nature, en Australie ou ailleurs, écrivez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous avez remarqué, comment il se comportait, ce qui vous a surpris chez lui. Ce sont vos observations qui rendent ces sujets vivants, et je les lis toutes. Et puisque nous parlons de ce que cet animal est capable de faire, c'est le moment. Vous vous souvenez, au début de ce film, je vous ai promis une expérience. Celle où 10 de ces animaux, jamais domestiqués, ont regardé un humain droit dans les yeux pour lui demander de l'aide. Gardez-la en tête encore un peu. Nous y arrivons, et elle vaut l'attente. Mais revenons d'abord à la fournaise, car l'arsenal n'est pas complet. Il reste la fourrure et le sol lui-même. Le pelage du dos du kangourou renvoie une partie de la chaleur du soleil et garde la peau plus fraîche en dessous. Et quand l'air brûle trop, l'animal creuse. Le sable, même à quelques centimètres seulement sous la surface, est nettement plus frais qu'au dehors. Le kangourou gratte la terre jusqu'à atteindre cette couche tiède, puis s'y couche, s'y enfonce, cherchant le moindre degré de moins. Il utilise le désert lui-même comme une réserve de fraîcheur cachée sous ses pieds. Mais toute cette ingéniosité a un prix, et la sécheresse finit toujours par présenter la facture. Voici le fait le plus brutal de cette histoire. Quand la chaleur se prolonge, une partie des mâles devient stérile. Après une semaine où la température a frôlé les 40 degrés, un tiers des mâles peuvent perdre leur fertilité. Et si cette chaleur se maintient au-delà de 3 mois, leur nombre peut plus que doubler. La machine à survivre commence à se saborder elle-même. Face à cela, l'animal réagit encore. Les mâles lèchent leur scrotum pour le refroidir, exactement comme ils rafraîchissent leurs avant-bras. Hors des périodes de combat, les testicules pendent librement derrière le corps surchauffé, ce qui les maintient plus frais de plusieurs degrés que le reste. Chaque détail compte. Chaque fraction de degré est disputée. Et pourtant, il arrive un point où plus aucune astuce ne suffit. La sécheresse s'installe, les mois passent, l'herbe morte ne nourrit plus rien. Alors le corps prend des décisions terribles. Quand les temps deviennent trop durs, les femelles cessent de nourrir leurs petits. L'instinct maternel est puissant, mais l'instinct de survie l'est davantage. Le plus grand des jeunes, déjà sorti de la poche, meurt le premier. Puis vient le tour du petit resté dans la poche. C'est une arithmétique glaçante, et elle n'a rien de cruel au sens où nous l'entendons. C'est le calcul froid d'une lignée qui préfère sauver l'avenir plutôt que de tout perdre en voulant tout garder. Car derrière chaque petit sacrifié attend une réserve. Un embryon en suspens, prêt à reprendre son développement dès que la pluie reviendra. Mais cette mécanique-là, cette manière de mettre la vie en pause, mérite qu'on s'y arrête tout entière, et nous y viendrons. Dans certaines de ces terres desséchées, la sécheresse emporte 8 kangourous sur 10. 8 sur 10. Laissez ce chiffre résonner. Et pourtant, les survivants restent debout. Car ces animaux affrontent les caprices du climat australien depuis des dizaines de milliers d'années. Une canicule record à l'échelle d'un siècle n'est pour leur lignée qu'un épisode de plus dans une très longue épreuve. Ils attendent, ils économisent, ils survivent. Ce corps sait donc endurer la solitude de la fournaise. Mais le kangourou ne vit pas seul. Il vit en groupe, dans une société aux règles étonnamment subtiles, où se jouent des combats, des hiérarchies, et où se cache une intelligence que la science n'a commencé à mesurer que très récemment. C'est là, au cœur de cette vie sociale, que nous attend enfin cette fameuse expérience. Des chercheurs observent, carnet en main, plusieurs espèces de kangourous en liberté, en Australie et en Tasmanie. Ils ne cherchent rien de spectaculaire.
Il note seulement un détail minuscule, presque ridicule à première vue. De quel pack l'animal se sert-il pour accomplir chaque geste? Se gratter le nez, arracher une feuille, plier une branche pour atteindre la nourriture. Il compte, il recense, patiemment, geste après geste. Et ce qu'il découvre va contredire une idée que la science tenait pour acquise depuis des décennies. Les kangourous sont gauchers. Non pas un peu gauchers, non pas gauchers à l'occasion, gauchers au sens le plus strict, le plus rigoureux du terme. Comment est-ce possible? Pourquoi cette observation, en apparence anodine, a-t-elle forcé les zoologues à revoir plusieurs de leurs certitudes? Pour le comprendre, il faut savoir ce que l'on croyait avant. On pensait qu'une véritable préférence manuelle, stable, partagée par toute une population, était une caractéristique unique des primates. Le raisonnement semblait solide. Un cerveau complexe, avec des hémisphères nettement asymétriques, donne une main dominante. Chez les autres animaux, ce ne serait que du hasard, jamais un système. Le kangourou a fait voler cette logique en éclats. Car les kangourous gris de l'Est et les kangourous roux utilisaient la patte gauche pour toutes les tâches. Pas pour certaines, pas pour la majorité, pour toutes. Sur une échelle de latéralité conçue à l'origine pour les primates, ils ont obtenu les scores les plus élevés possibles, plus marqués que ceux des chimpanzés, plus marqués que les nôtres. Laissez cette idée s'installer. Cet animal du désert australien est plus résolument gaucher que vous ne l'êtes vous-même de votre main dominante. Et le plus troublant n'est pas là. Le plus troublant, c'est que le kangourou ne possède pas de corps calleux. Ce corps calleux, c'est le pont de fibres nerveuses qui relie l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, et que possèdent tous les mammifères placentaires, nous compris. Chez le marsupio, ce pont n'existe pas. La communication entre les deux moitiés du cerveau passe par d'autres chemins. Autrement dit, l'animal affiche une préférence manuelle extrêmement nette, alors même qu'il lui manque la structure que l'on croyait indispensable pour cela. Le chercheur à l'origine de ces travaux a avancé un lien avec la station debout. Parmi les espèces étudiées, le kangourou arboricole, qui se déplace à quatre pattes, ne montrait aucune latéralité. Les kangourous dressés sur deux pattes, eux, la montraient au maximum. Je vous avoue que c'est le genre de résultat qui me fascine, parce qu'il ouvre une porte que personne n'avait vue. Si la préférence manuelle peut exister sans ce fameux pont cérébral, alors comment le cerveau du kangourou s'y prend-il pour coordonner ces deux moitiés? La question reste ouverte à ce jour. Et le chercheur a même suggéré que percer ce mystère pourrait un jour éclairer certains troubles humains, ceux où la communication entre les deux hémisphères est perturbée. Un petit marsupial du bush, une clé possible pour comprendre notre propre cerveau. Voilà pour le corps qui agit seul. Mais le kangourou vit en société, et cette société a ses règles. Le groupe s'appelle un mob. Le mot est juste, car sa structure est fluide, presque anarchique. Un même kangourou peut appartenir à un groupe aujourd'hui, à un autre demain. Aucun territoire défendu, aucune frontière patrouillée, aucune guerre de voisinage pour un lopin de terre. Les kangourous mangent là où il y a de l'herbe et boivent là où il y a de l'eau, tout simplement. Et pourtant, à l'intérieur de ce désordre apparent, une hiérarchie existe. Le plus grand mâle, le boomer, domine. Souvenez-vous, ces mâles ne cessent jamais de grandir. Le plus âgé est donc presque toujours le plus massif, et sa force se lie à même son corps. Son autorité ne repose pas sur une agression permanente, mais sur la démonstration. La taille, la posture, quelques mouvements rituels suffisent le plus souvent. Les jeunes mâles, eux, s'entraînent des années durant avant d'oser le moindre défi. Cet entraînement, c'est la boxe. Et là encore, oubliez l'image amusante des cartes postales pour touristes. Les mâles se dressent sur leurs pattes arrière, prennent appui sur la queue comme sur un troisième pied, agrippent l'adversaire de leurs petites pattes avant et frappent vers l'avant de leurs deux puissantes pattes arrière. Les griffes des pattes arrière sont longues et acérées. Un coup d'une force suffisante déchire les tissus. Des zoologues ont rapporté des combats où de tels coups avaient éventré des chiens de chasse et même gravement blessé des humains imprudents. Chaque année, en Australie, des personnes qui s'étaient approchées trop près ou qui avaient voulu jouer avec un mâle sauvage sont attaquées. Et c'est ici que le kangourou révèle quelque chose de plus déroutant encore que sa force. Rappelez-vous ce que j'ai promis au tout début de ce film.
L'expérience où 10 de ces animaux, jamais domestiqués, ont regardé un humain droit dans les yeux pour lui demander de l'aide. La voici enfin. Des chercheurs placent de la nourriture dans un récipient fermé. La boîte est conçue de telle sorte qu'il est impossible de l'ouvrir sans l'aide d'un humain. Puis ils observent. Que fait un animal face à un problème qu'il ne peut résoudre seul? Dans des expériences comparables, les chiens regardent l'humain. Les chevaux, les chèvres regardent l'humain. Ce comportement porte un nom, la sollicitation sociale, et on le tenait pour un signe de souplesse cognitive réservé aux animaux domestiqués, façonnés par des millénaires de vie commune avec nous. Les kangourous, eux aussi, ont regardé l'humain, les 10 individus de l'expérience. Ils fixaient le visage, puis le récipient, puis de nouveau le visage. Certains touchaient l'humain de la patte. Ce n'était ni un regard fortuit, ni un contact au hasard. C'était une communication dirigée. Un « aide-moi » adressé par un animal qui n'a jamais, à aucun moment de son histoire, été apprivoisé par l'homme. Prenez la mesure de ce que cela signifie. On croyait qu'un tel comportement ne pouvait naître que de milliers d'années de domestication. Le chien l'a appris. Le chat, en partie. Le cheval, oui. Personne n'a jamais enseigné cela au kangourou. Il l'a fait de lui-même, face à un humain, dans une situation inédite. Les chercheurs eux-mêmes ont souligné à quel point cela bousculait leurs attentes. Ce regard vers nous, cet appel silencieux, en dit long sur ce qui se passe derrière ses yeux. Mais pour vraiment comprendre ce que le kangourou perçoit du monde, il faut entrer dans ses sens eux-mêmes. Dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend, et surtout dans ce qu'il sent, car son univers n'a presque rien à voir avec le vôtre. Vous possédez environ 400 gènes de l'odorat encore capables de fonctionner. Le chien en possède près de 800. Le kangourou, lui, en compte à peu près 1500. Non pas plus que vous, non pas plus que le chien. Presque 4 fois plus que vous, et près du double du meilleur nez que nous connaissions dans nos foyers. Laissez ce chiffre s'installer. 1500 récepteurs de l'odeur inscrits dans le génome de cet animal. C'est le résultat du séquençage mené sur un cousin du kangourou, et il a surpris jusqu'aux généticiens qui l'ont établi. Alors imaginez ce que peut être un monde perçu à travers un tel nez. Que voit un animal qui sent à ce point? La question n'est pas rhétorique, car ce que nous appelons voir, le kangourou le fait en grande partie avec ses narines. Il sent le monde comme nous le voyons, en volume, en détail, avec la capacité de distinguer des nuances si fines qu'elles nous échappent totalement. Prenons la mesure de ce que cela change. Une femelle reconnaît son petit dans une foule à son seul parfum. Un mâle détecte, à l'odeur, si une femelle est prête à s'accoupler. Et surtout, l'animal perçoit l'approche d'un prédateur bien avant qu'il n'entre dans son champ de vision. Pensez-y un instant. Là où vous auriez besoin de voir la menace, ou au mieux de l'entendre, le kangourou, lui, la sent venir. Le danger a une odeur, et cette odeur arrive avant l'image. C'est un système d'alarme qui fonctionne à travers les buissons, dans le noir, contre le vent. Un avertissement que nous n'avons tout simplement pas. Mais l'odorat n'est qu'un des 3 piliers de ce monde sensoriel. Venons-en aux yeux, car ils réservent eux aussi une surprise. Les yeux du kangourou sont placés sur les côtés du crâne, et chacun embrasse un champ de près de 300 degrés. 300 degrés pour un seul œil. Additionnez les deux, et vous obtenez un animal qui, sans tourner la tête d'un millimètre, voit presque tout ce qui l'entoure. Arrêtons-nous là un instant, car c'est difficile à concevoir depuis notre propre corps. Vous, pour surveiller vos arrières, vous devez tourner la tête. Le kangourou, non. Devant lui, sur les côtés, largement derrière lui, tout est déjà dans son regard, en permanence, sans le moindre effort. Il existe pourtant une exception. Un secteur étroit, juste dans son dos, échappe à cette surveillance. Une seule zone aveugle, minuscule, exactement derrière lui. Et c'est là, précisément là, que réside la seule vraie faille de sa vigilance. Voilà la question qui donne sa tension à tout ce dispositif. Comment un prédateur peut-il seulement espérer surprendre un animal qui voit presque à 360 degrés et qui sent le danger avant de le voir? La réponse tient dans cette unique faille. Le seul moyen d'approcher un kangourou par surprise, c'est de venir droit dans son dos,
dans ce couloir aveugle que ses yeux latéraux ne couvrent pas. Mais encore faut-il y parvenir. Car un troisième sens veille sur cet angle mort. Les oreilles. Souvenez-vous, elles pivotent indépendamment l'une de l'autre, chacune balayant l'espace comme une antenne. Chaque oreille couvre à elle seule un angle de près de 180 degrés. Faites l'addition. 2 oreilles, 2 fois 180 degrés, orientables séparément. L'animal entend pratiquement tout autour de lui, en même temps. Le prédateur qui compterait sur une zone aveugle acoustique pour se glisser dans le dos du kangourou découvrira qu'elle n'existe presque pas. Ce que les yeux ne couvrent pas, les oreilles le rattrapent. Et voilà comment se referme le piège sensoriel. Les yeux surveillent le pourtour, les oreilles comblent l'angle mort du regard, l'odorat détecte la menace avant même qu'elle ne soit à portée de vue ou d'ouïe. 3 sens qui se relaient, qui se recouvrent, qui ne laissent presque aucune brèche. Approcher un kangourou vigilant sans être détecté relève de l'exploit. C'est, à mon avis, l'un des systèmes de défense les plus sous-estimés de tout le règne animal, précisément parce qu'il ne se voit pas. Il n'y a ni carapace, ni croc, ni venin, rien de spectaculaire. Juste une perception du monde tissée si serrée qu'elle rend l'animal presque impossible à surprendre. Regardez à présent le monde depuis l'intérieur de ce corps. Fermez à demi les yeux et essayez d'imaginer. Devant vous, sur les côtés, derrière vous, tout est visible en même temps, sans que vous ayez à bouger. 2 flux sonores distincts vous parviennent séparément, l'un de la gauche, l'autre de la droite, captés par 2 oreilles qui ne regardent pas dans la même direction. Et par-dessus tout cela, une couche d'informations que vous n'avez jamais connue, un paysage d'odeurs aussi riche, aussi structuré que votre paysage visuel. L'herbe, l'eau lointaine, les autres membres du groupe, le prédateur tapi hors de vue. Tout cela, senti, cartographié, hiérarchisé. Voilà le monde du kangourou. Un monde où l'odeur a le relief que nous accordons à la lumière. Je vous avoue que c'est précisément ce genre d'exercice qui me touche le plus dans l'étude des animaux. Non pas la liste de leurs performances, mais la tentative toujours imparfaite d'habiter un instant leur expérience. Nous ne saurons jamais vraiment ce que ressent un kangourou. Nous pouvons seulement, à partir de ses organes et de son génome, reconstruire prudemment les contours de son univers. Et ces contours-là ne ressemblent en rien aux nôtres. Il y a d'ailleurs, au cœur de cette communication silencieuse, un détail que je trouve bouleversant. Cette reconnaissance du petit par l'odeur ne va jamais seule. Elle se double d'une reconnaissance par la voix. Dans le vacarme d'un grand groupe, une mère distingue l'appel de son propre petit parmi des dizaines d'autres. Elle réagit à son cri à lui et ignore ceux des étrangers, même quand ils lui ressemblent. Ce lien, gravé très tôt dans la mémoire de l'une et de l'autre, tient bon dans le chaos du mob. Voix et odeur, ensemble, tissent un fil que la foule ne parvient pas à rompre. Et ce fil nous ramène au point de départ de toute vie de kangourou. Car avant de sentir le monde, avant de le voir, avant d'entendre la voix de sa mère, ce petit a dû accomplir quelque chose que rien, dans le règne des grands animaux, ne prépare à croire. Un voyage minuscule et démesuré, entrepris seul, aveugle et sourd, quelques minutes après être venu au monde. C'est ce commencement improbable que nous allons regarder maintenant. 1 gramme de matière vivante s'accroche à la fourrure de sa mère. Il est aveugle, ses yeux ne sont pas formés. Il est sourd, ses oreilles sont encore closes. Il n'a pas de poils. Ses pattes arrière n'existent presque pas, 2 ébauches minuscules bonnes à rien. Et pourtant, cet être rose, à peine plus gros qu'un grain de raisin, se met à grimper. Seul, sans aide. Personne ne le porte, personne ne le guide. Voilà la scène, prenez-en la mesure. Ce nouveau-né pèse environ 1 gramme. C'est le poids d'un trombone ou d'une petite fève. Et ce gramme-là vient d'entreprendre le voyage le plus improbable de tout le règne animal. Comment un être aussi inachevé, privé de vue, d'ouïe, de véritables membres, peut-il accomplir seul un tel exploit quelques minutes à peine après sa naissance? La question paraît sans réponse. Elle en a pourtant une, et elle commence bien avant la naissance, dans une gestation d'une brièveté stupéfiante. Car chez le kangourou roux, la grossesse ne dure que 33 jours. 33 jours. C'est moins que chez le lapin, moins que chez le cochon d'Inde.
À ce stade, chez la plupart des mammifères que nous connaissons, l'embryon n'a même pas fini de former ses membres. Mais le kangourou a choisi une autre voie. Il ne termine pas son petit à l'intérieur. Il le fait naître minuscule, inachevé, puis le laisse finir son développement au dehors, accroché au corps de sa mère. Ce que d'autres espèces accomplissent en des mois de gestation, le kangourou le répartit autrement. Une petite part avant la naissance, tout le reste après. Revenons donc à ce nouveau-né qui grimpe. Ses pattes arrière sont inutiles, mais ses pattes avant, elles, sont étonnamment développées, munies de petites griffes crochues capables de s'agripper aux poils, car c'est à elles que revient l'impossible. Juste avant la mise bas, la mère lèche une bande de fourrure, un sillon humide qui monte vers la poche. On a longtemps cru que ce sillon guidait le petit par un signal chimique. Ce n'est pas le cas. Le nouveau-né rampe simplement vers le haut, contre la pesanteur, poussé par un instinct inscrit en lui dès la naissance. Ce voyage dure entre 2 et 5 minutes. Il franchit une distance de quelques centimètres seulement. Mais pour un être d'1 gramme, aveugle et sourd, ces quelques centimètres sont l'équivalent d'un marathon. Imaginez un instant devoir gravir une paroi immense, sans rien voir, sans rien entendre, en vous fiant à un seul réflexe. Voilà ce que réussit ce petit, à l'échelle de son corps minuscule. Je vous avoue que, même après l'avoir lu bien des fois, cette scène me laisse chaque fois un peu abasourdi devant l'entêtement de la vie. Parvenu à la poche, le petit trouve l'un des sosies disponibles et le saisit dans sa bouche. À cet instant, quelque chose d'inattendu se produit. La tétine gonfle et bloque littéralement la bouche du petit de l'intérieur. Il ne se tient plus activement. Il est fixé. Le détacher à ce moment-là, sans le blesser, est impossible. Il restera ainsi, sans lâcher prise, presque immobile, recevant le lait goutte après goutte pendant des mois. Et c'est ici que commence ce que j'appellerais volontiers le jazz de la reproduction. Un jour ou deux après la naissance, la femelle s'accouple de nouveau. Un nouvel embryon se forme, se met à croître, puis, parvenu à une centaine de cellules, s'arrête. Il se fige. Il ne meurt pas, mais il ne grandit plus. Il restera suspendu dans cet état, une pause biologique appelée diapause embryonnaire, jusqu'à ce que les conditions changent. Comment un embryon vivant peut-il s'immobiliser ainsi, mis sur pause comme une image arrêtée? Le mécanisme est d'une élégance rare. Tant que le petit tète dans la poche, le sang de la mère reste riche en une hormone, la prolactine. Cette prolactine envoie au second embryon un ordre clair. Rester immobile. Attendre. Dès que le premier petit se met à téter moins souvent, ou vient à mourir, le taux de prolactine chute. L'embryon se réveille alors, recommence à se diviser, et 33 jours plus tard, une nouvelle naissance a lieu. Cette pause peut durer jusqu'à 11 mois. Et voici le plus remarquable. En période de sécheresse, quand la nourriture manque et que la mère ne peut pas nourrir convenablement, la diapause se prolonge d'elle-même. Le corps retient l'embryon jusqu'à des jours meilleurs. Souvenez-vous des petits sacrifiés lors des grandes sécheresses. Derrière chacun d'eux attendait cette réserve gelée, prête à reprendre vie dès le retour de la pluie. C'est un système d'assurance qu'aucun assureur n'aurait su concevoir aussi bien. La vie mise en attente, exactement le temps qu'il faut. Résultat, une femelle adulte se trouve presque en permanence dans un état stupéfiant. Un embryon figé dans son utérus, un petit accroché dans sa poche, et un jeune déjà sorti, qui bondit près d'elle et revient encore, de temps à autre, se glisser vers la tétine. 3 enfants, 3 stades, une seule mère. Ce n'est pas une exception, c'est la norme. Et ce qui achève de confondre, c'est le lait lui-même. Le lait que la mère produit pour le petit resté dans la poche et celui qu'elle donne aux jeunes sortis au dehors sont 2 produits physiquement différents. Ils sont fabriqués en même temps par 2 sosies distincts avec des compositions distinctes. Le lait du nouveau-né dans la poche est riche en sucre, pauvre en graisse, léger, adapté à un estomac minuscule. Le lait du jeune du dehors est épais, gras, très calorique, conçu pour un corps en pleine croissance. Une même glande, 2 laits, 2 enfants d'âge différents, nourris en parallèle. Prenez un instant pour visualiser cela. Une mère de la poche de laquelle dépasse un petit, tandis qu'un grand bondit à côté, et les 2 boivent en même temps, chacun un lait qui n'est pas celui de l'autre.
Ce lait cache d'ailleurs une dernière surprise. En étudiant le génome d'un cousin du kangourou, des biologistes y ont trouvé des gènes qui codent des composés antibactériens. En clair, le lait maternel contient ses propres antibiotiques, dirigés en priorité contre des germes dangereux pour le nouveau-né. Le système immunitaire du petit, à la naissance, est quasiment inexistant. Le lait de la mère le protège donc littéralement à sa place, le temps qu'il se construise. Ce fait intéresse aujourd'hui vivement les chercheurs en pharmacie, à une époque où les bactéries résistent de plus en plus à nos médicaments. Voilà donc comment naît un kangourou. Non pas d'un coup, achevé, mais par étapes, en un long relais entre le corps de la mère et le monde. Un gramme aveugle qui grimpe, une tétine qui verrouille, un embryon qui attend son heure, deux laits qui coulent ensemble. Toute une ingénierie du vivant déployée pour donner à la vie sa meilleure chance dans un pays imprévisible. Cette histoire intime, ce lien entre la mère et son petit, l'homme l'observe depuis très longtemps. Bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Car lorsque les premiers humains ont posé le pied sur ce continent, le kangourou les attendait déjà. Et de cette très ancienne rencontre est née toute une culture, faite de mythes, de rites, et d'un mot devenu célèbre dans le monde entier. En 1770, sur les côtes du Queensland, un navire jette l'ancre. À son bord, l'expédition de James Cook. Les Européens posent pour la première fois les yeux sur un animal qu'aucun d'eux n'a jamais vu bondir. L'un des naturalistes de l'expédition se tourne alors vers les habitants de ces terres et pose une question toute simple. Comment appelez-vous cette créature? La réponse, dans la langue du peuple Gugu-Yimitir, fut Gangourou. Les Européens l'entendirent à leur manière, la transformèrent, la fixèrent pour toujours. Kangourou. Le mot qui allait faire le tour du monde venait de naître d'un malentendu de prononciation, mais pas du malentendu que l'on croit. Car une légende tenace s'est greffée sur cette scène. Comment ce mot en est-il vraiment venu à désigner l'animal? On raconte souvent que Gangourou signifierait « je ne comprends pas », que l'aborigène, ne saisissant pas la question, aurait simplement répondu qu'il ne comprenait rien, et que les Européens auraient pris cette phrase pour un nom. L'histoire est belle. Elle circule encore aujourd'hui, répétée comme une vérité amusante. Et elle est fausse. Les linguistes ont depuis longtemps tranché la question. Gangourou est un mot bien réel, d'une langue bien réelle, qui désigne une espèce précise, le grand kangourou gris. Il n'a jamais voulu dire « je ne comprends pas ». Le naturaliste a posé sa question, on lui a donné un nom exact, et ce nom était le bon. La légende, elle, a survécu simplement parce qu'une jolie histoire résiste souvent mieux que la vérité. Voilà un cas où le mythe s'est révélé plus solide que le fait. Et je vous avoue que, chaque fois que je le raconte, cela me fait sourire de voir à quel point nous préférons les récits piquants aux réalités plates. Mais cette rencontre de 1770 n'est que le tout dernier chapitre d'une histoire infiniment plus ancienne. Bien avant Cook, bien avant les Européens, d'autres humains connaissaient déjà cet animal. Ils le connaissaient depuis un temps qui dépasse l'entendement. Lorsque les premiers hommes sont arrivés en Australie, il y a, selon les estimations, entre 65 000 et 80 000 ans, le kangourou était déjà là. Leur rencontre a marqué le début de l'une des plus longues relations documentées entre un homme et un animal sauvage dans toute l'histoire. Prenez la mesure de ces chiffres. Des dizaines de milliers d'années de voisinage. Une relation qui a commencé alors que, sur d'autres continents, aucune ville, aucune écriture, aucune agriculture n'existait encore. Et pour les peuples aborigènes, le kangourou ne fut jamais un simple gibier. Il fut bien davantage. Il fut un totem, une boussole, un participant aux cérémonies, un héros de la mythologie. Des peintures rupestres le représentant, retrouvées aux quatre coins de l'Australie, se comptent en milliers d'années. L'animal fournissait la viande, la peau pour les vêtements, les os et les tendons pour fabriquer des outils. Mais son rôle allait plus loin encore. Son comportement était lu comme un livre. La direction de ses bonds, sa réaction aux odeurs, ses heures d'activité servaient d'indices sur l'état de la terre elle-même. Où trouver de l'eau, où la pluie allait tomber, où il était sûr de marcher. Arrêtons-nous là un instant, car c'est un renversement complet de notre regard moderne. Nous voyons l'animal comme un objet à observer, à mesurer, à filmer. Ces peuples, eux, le lisaient comme on lit une carte vivante.
Une déclaration aborigène le formule directement. Le kangourou nous aide à comprendre la direction. Il indique le chemin. Il donne une chance de survivre. Pensez-y. Là où nous cherchons des applications et des cartes sur un écran, tout un savoir de la survie s'appuyait sur la lecture attentive d'un seul animal. Le kangourou était à la fois nourriture, matière première et instrument d'orientation. Regardez le monde à travers ce lien, un instant. Pour ces peuples, croiser un kangourou n'était pas croiser une bête, c'était consulter un signe. Sa présence, son absence, sa manière de fuir ou de rester racontaient quelque chose du paysage, de l'eau cachée, du danger proche. L'animal et le territoire ne faisaient qu'un dans leurs pensées. Nous avons perdu cette manière de voir, et il y a, je crois, quelque chose à regretter dans cet oubli. Puis vint la colonisation, et le regard bascula du tout au tout. Pour les colons européens, le kangourou n'était plus une boussole ni un totem, c'était un nuisible. Un concurrent des moutons et des vaches, un rival pour les pâturages. Et la réaction fut d'une violence que les chiffres seuls peuvent dire. Dans un seul État, celui de Nouvelle-Galles du Sud, autour du tournant du 19e et du 20e siècle, des millions de kangourous furent abattus en l'espace de quelques décennies. Un seul État. Quelques dizaines d'années. Le même animal qui avait guidé des peuples pendant des dizaines de milliers d'années était devenu, en une poignée de générations, une cible à éliminer. Comment un même animal peut-il être à la fois un dieu totémique et un parasite à exterminer? La question résume tout le rapport contradictoire de l'homme au kangourou. La réponse tient dans le regard que chaque culture porte sur lui. Pour les uns, il faisait partie du monde. Il en était une clé de lecture. Pour les autres, il faisait obstacle au monde qu'il voulait bâtir, un monde de clôture, de troupeaux et de propriétés. Le même corps bondissant, deux visions inconciliables. Et pourtant, au milieu de cette contradiction, l'animal a fini par devenir un symbole national. Sur les armoiries de l'Australie, il figure aux côtés de l'émeu depuis le début du XXe siècle. Souvenez-vous de la raison, cette incapacité biologique à reculer, transformée en devise d'une nation qui n'avance que vers l'avant. Il y a là une ironie que je trouve saisissante. L'animal que l'on abattait par millions dans les campagnes trônait dans le même temps sur le blason officiel du pays. Chassé d'un côté, glorifié de l'autre. Vénéré, exterminé, mis sur un écu. Trois destins pour une seule créature, portés parfois par les mêmes hommes, à la même époque. Cette contradiction n'a jamais vraiment disparu. Elle a seulement changé de forme. Car aujourd'hui encore, le kangourou occupe une place étrange dans son propre pays, à la fois emblème adoré et animal que l'on régule par millions. Et le paradoxe le plus vertigineux de toute son histoire n'appartient pas au passé. Il se joue maintenant, sous nos yeux, sur un continent où cet animal, jadis massacré, est devenu l'un des plus nombreux de la planète. Aujourd'hui, il y a en Australie environ 2 fois plus de kangourous que d'êtres humains. La population de l'espèce se compte autour de 40 à 50 millions d'individus. C'est presque le double des habitants du pays tout entier. Cet animal que l'on abattait par millions il y a un siècle est devenu l'un des grands herbivores les plus nombreux de la planète. Laissez ce paradoxe s'installer un instant. Massacré hier, innombrable aujourd'hui. Le même animal, le même continent, deux destins opposés en l'espace de quelques générations. Comment expliquer un tel renversement? Comment une espèce que l'on a persécutée sans relâche a-t-elle pu, non pas simplement survivre, mais prospérer au point de dépasser en nombre la population humaine du pays? La réponse est déroutante, presque ironique. C'est l'homme lui-même, en transformant le continent, qui a offert au kangourou les conditions de son triomphe. Car l'élevage a tout changé. Pour installer moutons et bovins, les colons ont défriché d'immenses étendues, créant exactement les plaines ouvertes où le kangourou excelle. Ils ont creusé des points d'eau artificiels, disséminant à travers le pays des réserves d'eau permanentes, là où il n'y avait qu'aridité. Et ils ont pourchassé le dingo, le principal prédateur naturel du kangourou. Défrichement, eau, disparition du prédateur, prenez ces trois éléments ensemble, c'est très exactement la liste de tout ce dont un kangourou peut rêver. L'homme a cru bâtir un pays pour ses troupeaux. Il a bâti, sans le vouloir, un paradis pour le kangourou. Et c'est là un fait qui, à mon avis, mérite qu'on s'y arrête.
Cet animal a su tirer parti des conséquences de la présence humaine mieux que la plupart des espèces sauvages ne savent tirer parti de quoi que ce soit. Là où tant d'autres animaux reculent, disparaissent, s'effacent devant nous, le kangourou, lui, a avancé. Il a occupé l'espace que nous avions modelé, bu l'eau que nous avions amenée, prospéré dans le vide que nous avions créé en chassant ses prédateurs. Souvenez-vous du corps que nous avons démonté tout au long de ce film, ce corps réglé pour l'espace ouvert, la chaleur et les longues distances. Le monde de l'élevage était taillé sur mesure pour lui. Ce succès a pourtant son revers, et il ramène le paradoxe à son point de départ. Cette abondance même a fait du kangourou une cible. Une chasse commerciale, encadrée par des quotas, existe aujourd'hui. Ces quotas sont fixés chaque année à partir de relevés effectués par survol aérien du territoire. On compte, on estime, on autorise. L'animal glorifié sur les armoiries reste, dans le même temps, régulé par millions. Vénéré et prélevé. Emblème et ressources. La contradiction que nous avons vue naître à l'époque coloniale n'a jamais cessé. Mais il serait injuste de réduire le kangourou d'aujourd'hui à ce seul débat. Car cet animal, discrètement, est devenu un allié précieux de la science moderne. Et là encore, préparez-vous à être surpris. Revenons à son génome. Au début des années 2000, l'un des plus prestigieux centres de recherche américains a décidé de séquencer le génome d'un kangourou. Le choix se porta sur un cousin de petite taille, plus commode à étudier. Les résultats, publiés une dizaine d'années plus tard, se révélèrent plus riches que prévu. On y trouva d'abord un ensemble de gènes liés au développement de la musculature des membres arrière, une première piste pour comprendre au niveau moléculaire comment l'évolution a réglé la mécanique du bond. On y confirma ensuite cette extraordinaire abondance de gènes de l'odorat dont nous avons déjà parlé. Et l'on y découvrit ces fameux gènes des antibiotiques du lait, ceux qui protègent le nouveau-né sans défense. L'une des chercheuses de premier plan de ce projet l'a formulé sans détour. Les leçons tirées du génome de ce kangourou pourraient bien conduire à des traitements pour l'être humain. Pas au sens figuré, au sens littéral. Le génome du kangourou recoupe le nôtre en suffisamment de points clés pour que la comparaison livre de véritables indices sur notre propre biologie. Pensez-y un instant. Un marsupial du bush australien, penché sur le microscope, pourrait aider à soigner des maladies humaines. Et ce n'est pas tout. Ce corps si particulier inspire les ingénieurs eux-mêmes. Souvenez-vous du tendon d'Achille, ce ressort qui emmagasine l'énergie du bond et la restitue. Ces propriétés sont aujourd'hui étudiées par ceux qui conçoivent des prothèses pour les membres inférieurs. Le principe d'accumulation et de restitution de l'énergie élastique, logée dans la jambe du kangourou, est précisément ce que recherchent les créateurs de prothèses de course. Ces lames de carbone, que vous avez peut-être vues aux Jeux paralympiques, fonctionnent selon une logique voisine. Le kangourou avait résolu ce problème d'ingénierie des millions d'années avant que l'homme ne songe seulement à le poser. Il y a là une leçon d'humilité que je trouve magnifique. Nous croyons inventer. Le plus souvent, nous redécouvrons ce que la vie a déjà trouvé. L'animal sert la science par d'autres voies encore, plus discrètes. Certaines cellules, issues d'un lointain parent du kangourou, sont utilisées dans les laboratoires du monde entier pour étudier la division cellulaire, tant leur structure les y rend commodes. Et sa flore intestinale, capable de digérer sa nourriture en produisant très peu de méthane, intéresse vivement ceux qui cherchent à réduire les émissions de l'élevage. Le kangourou est ainsi devenu un organisme modèle, non parce qu'il est attachant, mais parce que son corps fait des choses que nous ne savons pas encore reproduire. Voilà donc où en est cet animal aujourd'hui. Innombrable et régulé. Emblème et ressource. Nuisible pour les uns, trésor scientifique pour les autres. Il vit en bordure de nos villes, traverse nos routes, entre parfois en conflit avec nous, et dans le même temps, il livre à nos laboratoires des secrets qui pourraient soigner nos maladies et réparer nos corps. Toute la contradiction de notre rapport à lui tient dans cette image. Nous ne savons toujours pas s'il est un problème à gérer ou un maître à écouter. Et peut-être est-ce là, au fond, la question que ce film aura posée sans jamais tout à fait la résoudre. Nous avons démonté ce corps, pièce par pièce, remonté son histoire depuis les arbres jusqu'au désert, suivi sa naissance, ses sens, ses combats. Il est temps maintenant de revenir à vous,
et à ce que change, dans votre propre regard, tout ce que vous savez désormais de lui. En ce moment même, quelque part dans le bush australien, une femelle kangourou fait 3 choses à la fois. Dans son utérus repose un embryon figé, gelé, mis en attente, patientant jusqu'à ce que son tour vienne. Dans la poche accrochée à son ventre pend une créature grosse comme un pouce, soudée à la tétine, incapable de la lâcher. Et près de sa patte bondit déjà un jeune presque adulte, qui glisse encore parfois la tête dans la poche pour boire. 3 enfants, 3 stades, une seule mère. Elle broute, tranquille. Elle ne sait pas qu'elle est un prodige. Regardez-la un instant. Tout ce que nous avons démonté au long de ce film est là, rassemblé dans ce seul corps paisible. La pose de la vie dans son ventre, le ressort dans ses jambes, la 5e jambe posée derrière elle, le nez qui lit le vent. Elle porte tout cela sans le savoir, comme vous portez votre propre cœur sans y penser. Et il reste, au cœur de ce corps, une énigme que la science n'a pas résolue. Comment son cerveau, privé du pont qui relie chez nous les 2 hémisphères, parvient-il malgré tout à faire d'elle une gauchère aussi résolue? Nous l'ignorons encore. Des chercheurs pensent même que percer ce mystère pourrait un jour éclairer certains troubles du cerveau humain. Voilà une créature que nous croyons connaître par cœur et qui garde encore, sous son crâne, une question à laquelle nos meilleurs spécialistes ne savent pas répondre. C'est peut-être cela, le vrai sujet de ce film. Non pas l'exotisme du kangourou, mais l'écart immense entre l'image que nous en avions et ce qu'il est réellement. Souvenez-vous d'où nous sommes partis. Un petit personnage rond et gentil sur les livres d'enfants et les logos. Et voyez où nous sommes arrivés. Un géant de 90 kilos au corps réglé comme une horloge de précision, héritier d'un grimpeur d'arbres, façonné par la sécheresse, capable de mettre sa propre descendance sur pause, plus gaucher qu'un chimpanzé, et qui, un jour, dans un laboratoire, a regardé un humain droit dans les yeux pour lui demander de l'aide. Rien de tout cela ne se voyait dans l'image que nous avions. Et c'est ce qui me frappe le plus au terme de ce parcours. Combien de fois avons-nous cru connaître une chose simplement parce que sa silhouette nous était familière? Le kangourou nous aura appris une forme de méfiance salutaire envers nos propres évidences. Ce que nous reconnaissons du premier coup d'œil, nous ne l'avons souvent jamais vraiment regardé. Alors reprenons, une dernière fois, ce que ce corps sait faire. Il transforme la chute en élan. Il boit moins et court plus loin que n'importe quel animal de sa taille. Il met la vie en attente quand le ciel refuse la pluie. Il nourrit 2 enfants d'âge différents avec 2 laits en même temps. Il sent le danger avant de le voir. Il n'est pas mignon. Il n'est pas le doux personnage qu'on nous avait vendu. Mais il est, à sa manière, une réussite presque parfaite. Alors si un jour vous croisez un kangourou, sur un écran, dans un livre, ou pour les plus chanceux d'entre vous, en vrai dans la poussière rouge de l'Australie, ne le regardez plus tout à fait de la même façon. Arrêtez-vous une seconde. Sous cette fourrure ordinaire, dans ce corps que vous croyez connaître, il y a un embryon qui attend son heure, un ressort qui dort dans chaque jambe, un nez qui lie un monde entier que vous ne sentirez jamais. Et derrière ses yeux, placés sur les côtés du crâne, veille une très vieille intelligence, née seule, sur une arche de terre larguée au bout du monde. Regardez-le vraiment cette fois. Vous ne verrez plus jamais le même animal. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce voyage vous a fait voir cet animal autrement, laissez un pouce bleu, il fait vraiment avancer ces vidéos, et rejoignez la chaîne pour ne rien manquer de la prochaine. Une autre créature vous y attend déjà, tout aussi mal connue que celle-ci.